Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Aujourd'hui, l'accès à l'information est-il de plus en plus verrouillé ? Interdiction de filmer l'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, caméras de télé indésirables dans les gares SNCF pendant la grève, déménagement de la salle de presse de l'Élysée, éloignement des photographes, relecture voire réécriture d'interviews par les services communication, retrait d'articles de presse pour cause d'atteinte au secret des affaires. Les exemples d'entrave à l'exercice du métier de journaliste ne manquent pas ces temps-ci. La déclaration de Munich, qui fait office de référence en matière de déontologie du journalisme, prévoit pourtant un libre accès à toutes les sources d'information et le droit d'enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique. Mais en ces temps de forte défiance à l'égard des médias, ces principes de base semblent de plus en plus difficiles à faire respecter. Alors l'accès à l'info est-il de plus en plus verrouillé ? C'est le sujet du débat de ce soir en compagnie de 4 invités. Jennifer Deschamps, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, rédactrice en chef chez KM, qui est une société de production. Vous y êtes en charge du documentaire. Vous êtes par ailleurs vice-présidente du collectif Informer n'est pas un délit, collectif qui est mobilisé contre la loi sur le secret des affaires, qui est en cours de discussion au Parlement. Pour discuter avec vous, Géraldine Mühlmann, bonsoir. Bonjour avec Arlette. Professeure de sciences politiques et de philosophie à l'Université Paris 2, vous êtes co-animatrice de l'émission Mediapolis sur Europe 1. Vous la co-animez en compagnie de Olivier Duhamel. Et vous avez publié, ou en tout cas republié dans une version augmentée, c'était il y a quelques semaines de cela chez Killing Sick, votre Du journalisme en démocratie. Troisième invité, Pascal Doucet-Bon, bonsoir. Bonsoir. Directeur délégué de l'information de France Télévisions, vous y êtes en charge de l'éditorial, vous êtes passé par tout un tas de postes, grand reporter, rédacteur en chef des informations générales notamment. Et puis quatrième invité, Ludovic Pietenu, bonsoir. Bonsoir à tous. Journaliste à France Culture, vous en êtes le chef du service politique et vous êtes par ailleurs membre du bureau de l'association de la presse présidentielle. Alors je voudrais qu'on commence cette discussion avec cette difficulté qu'ont rencontré un certain nombre d'équipes de journalistes, notamment équipes de télé, à filmer et la grève dans les gares SNCF et l'évacuation, plutôt la tentative d'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Il y a notamment le correspondant de France 2, Pacôme Lemat, qui a dit que, d'après lui, en 20 ans de carte de presse, il n'avait jamais vu ça. Est-ce qu'effectivement, c'est quelque chose qui vous paraît relativement nouveau, que cette difficulté de faire passer des caméras dans des endroits où il y a une forte actualité, Pascal Doucet-Bon ? Non, c'est pas nouveau. Ça fait déjà plusieurs années. C'est toujours lors de situations potentiellement dangereuses en ce qui concerne les forces de l'ordre. Mais c'est pas nouveau, non. Il y a déjà eu des interventions où les journalistes étaient tenus à l'écart. Peut-être que c'est nouveau sur le périmètre de Pacôme, qui est notre correspondant à Rennes. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu ça, mais là, cette fois-ci, c'était pas mal dans le genre, avec évidemment également une tentative d'orienter la couverture avec des images siglées Gendarmerie nationale, des images évidemment que nous ne maîtrisions pas et qui ont été fournies comme ça à tous les médias. Vous évoquez des situations potentiellement dangereuses. Est-ce que d'ailleurs ça peut être, parce que c'est aussi un des éléments qui est avancé pour éloigner les journalistes, de dire voilà, c'est quelque chose qui peut mal se dérouler. Donc pour la sécurité des journalistes, il est bien aussi qu'ils soient à l'écart. Est-ce que c'est un argument qui vous paraît audible, disons ? Non, il n'est pas audible dans la mesure où les gens qui décident ça n'ignorent pas les précautions que nous prenons. Évidemment, il y a un risque, il est évident, il est inhérent à ce genre de situation. Néanmoins, les précautions sont prises. C'est pas quand même la première fois qu'il se passe des choses violentes sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Donc, quand je parlais de situation dangereuse, je parlais de situation dangereuse pour l'image de l'institution. C'est à ça que je faisais allusion. Alors, Jennifer Deschamps, vous travaillez sur le format documentaire, alors qu'il n'y a pas tout à fait les mêmes exigences que le format d'actualité, parce que vous pouvez prendre davantage de temps. Pour autant, est-ce que vous êtes justement déjà, est-ce que vous avez déjà été confronté à ce genre de situation, c'est-à-dire une difficulté d'accéder justement à l'information, parce que, par exemple, il y a des autorités qui vont vous l'interdire, ou parce qu'il ne faut pas oublier que s'agissant du cas de Notre-Dame-des-Landes, accéder aux zadistes, c'est quelque chose qui ne se fait pas du jour au lendemain. Ça prend aussi du temps. Alors la première chose, c'était pour répondre, l'argument de la sécurité, c'est l'argument clé des régimes dictatoriaux pour empêcher les journalistes d'accéder à leur territoire. Donc il me semble que c'est un mauvais argument.
Pour revenir sur des situations où, dans le cadre du documentaire, on nous refuserait l'accès, c'est assez fréquent. Déjà d'une part parce que quand on travaille dans le documentaire, on a moins de carnets d'adresses que les carnets d'adresses qui sont développés dans le news. Donc c'est plus difficile, généralement, il nous faut plus de temps pour avoir accès. Après, le temps, il joue aussi pour nous, puisqu'en fait, on doit réfléchir à d'autres moyens de trouver des images et d'avoir accès. Il y a quelques années, nous, on avait fait un reportage sur les zadistes. On a pu travailler pendant de longs mois pour réussir à avoir accès à la ZAD. Je doute pas, là, Pascal Doucet-Bon parlait du fait que ces équipes avaient réussi finalement depuis hier ou ce matin, je ne On sais va pas. dire un peu plus de 24 heures. Un peu oui. plus de 24 heures à avoir accès à la ZAD et filmer leurs propres images. Mais je ne doute pas que dans quelques mois, surgira un document de gens qui étaient directement dans la ZAD dès le départ et qui avaient un contact depuis un long moment avec les zadistes et qui ont donc filmé d'autres images. Mais c'est un autre temps en fait que celui du news. Il y a eu un communiqué du SNJ-CGT qui a été publié hier à propos de cette interdiction de filmer l'opération de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Communiqué qui parle d'une mise au pas et d'un contrôle visant à éviter la diffusion d'une information indépendante des pouvoirs en place. Géraldine Mühlmann, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, il y a une mise au pas des médias dans le cas d'actualités fortes et tendues comme celle-ci ? Alors, j'écoute ce que disent les journalistes sur le terrain, parce que moi, j'en fais un peu du journalisme, mais c'est vrai, je n'ai jamais fait, en tout cas ici en France, sauf dans mes études il y a longtemps aux États-Unis, mais j'ai pas même fait de terrain, j'ai pas fait de reportage, et je considère, vous le savez, que c'est le cœur du métier, que c'est là vraiment que la fonction journalistique moderne doit s'exprimer. Et donc, c'est de tous les exemples, je pense, que vous allez prendre ce soir, le plus grave, c'est-à-dire celui où il y a l'absence d'accès au terrain. Je vous crois, donc je pense que c'est très inquiétant. Cela dit, il y a de nombreuses zones dans le monde entier qui sont interdites aux journalistes. Ça fait partie du métier aussi, le durcissement du rapport avec le pouvoir. Je pense qu'il faut que vous vous battiez. Je pense qu'il faut évidemment se battre dans l'espace public, mais aussi concrètement nouer des liens éventuellement plus ou moins clandestins avec les gens sur ces zones, passer en force, ça je le pense. Et je dirais qu'à terme, ça ouvrira peut-être sur d'autres sujets, la situation, on est dans de contre-pouvoir un peu dur, durci, que veut Emmanuel Macron, il le dit, hein, je veux plus de connivence avec les journalistes. Je ne suis pas sûre qu'elle soit si malsaine. Dans le fond, pour la presse, ça va la libérer d'un certain nombre de choses. Il ne faut jamais oublier que la connivence de ces dernières années, ces rapports un peu de séduction, sympathiques et tout, ils ont fait plus de bien aux politiques qu'aux journalistes. Je pense d'ailleurs au passage que ce que fait Emmanuel Macron, à terme, lui fera plus de mal à lui qu'à la profession journalistique. Son isolement jupitérien, pour le dire vite. Vous parlez de passage en force. Est-ce que vous avez, vous, comme journaliste politique, Ludovic Pietenu, l'impression, justement, aujourd'hui, de devoir, y compris donc sur le terrain qui est le vôtre, qui est différent évidemment des reporters qui vont par exemple sur la zone d'évacuation de Notre-Dame-des-Landes, de devoir parfois passer en force parce que l'accès à l'information, l'accès aux décideurs, au pouvoir politique est plus compliqué qu'auparavant ? Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il y a un passage en force à opérer. Il y a un bras de fer qui a été clairement lancé par Emmanuel Macron. Et je pense que ce bras de fer, il est sain. En fait, c'est un rapport de force, simplement. On n'est pas en train de parler d'une guerre ou d'une bataille. On n'est pas en train de parler de sang et de coups de poing. Mais c'est une bataille qui est organisée entre un président qui veut contrôler son image au maximum et contrôler le récit. Le storytelling, disent les anglo-saxons, et puis nous qui voulons accéder à l'information, accéder à des personnalités, accéder à des conseillers. Ce sont des choses qui sont devenues extrêmement difficiles depuis un an. Vous pointez, et Géraldine Mühlmann et Ludovic Pietenu, la responsabilité, disons, par rapport à ça, d'Emmanuel Macron. Est-ce que ça veut dire que sous le précédent quinquennat, c'était différent avec François Hollande, Ludovic Pietenu ? On l'a tous vu, on a tous été témoins de ces interviews multiples accordées aux journalistes et on sait bien que ça a causé en partie sa perte. Je parle de François Hollande, évidemment. Donc non, Emmanuel Macron a l'expérience aussi de cela et il était aux premières loges pour cela. Donc il sait qu'il n'a pas évidemment cette erreur-là à répéter. J'avais eu un échange avec lui, je m'étais permis de prendre des notes, du coup je les ai apportées. C'est des notes de septembre avec Emmanuel Macron et il théorise cette chose-là. Il dit quand on exerce le pouvoir, on ne peut pas parler de l'exercice du pouvoir en permanence, on ne peut pas faire du métadiscours, etc. La presse, c'est un contre-pouvoir, et si la presse est trop proche du pouvoir, à ce moment-là, il n'y a plus de contre-pouvoir. Donc il se réfugie derrière finalement la défense de la liberté de la presse, la défense de la presse comme un contre-pouvoir.
Mais finalement, il se cache derrière de bons mots et de belles valeurs pour mieux contrôler son image, mieux contrôler son récit. Pour rester sur la comparaison entre le précédent quinquennat et celui en cours, on pourrait même d'ailleurs remonter aussi au quinquennat de Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous constatez en tout cas, par exemple vous, Pascal Doucet-Bon, que suite aux très nombreux couacs de communication qui ont quand même rythmé toute la présidence de François Hollande, aujourd'hui peut-être que la presse subit une forme de contre-coup, c'est-à-dire que Emmanuel Macron, qui a vécu aussi de l'intérieur ces couacs, a décidé derrière de verrouiller sa communication, ce qui réussit plutôt bien finalement, parce qu'en termes de couacs dans le gouvernement, il n'y en a quasiment pas aujourd'hui. Oui, il y a certainement quelque chose de cet ordre-là. Mais je suis d'accord avec le fait que c'est une conviction sur la manière de faire qu'il a certainement depuis longtemps. Dans ce qui a pu être chez lui la préparation de l'exercice du pouvoir, il avait ça en tête depuis longtemps. Je ne suis pas sûr que ce soit le contre-coup de l'abondance de couacs. Je pense que c'est quelque chose qu'il a théorisé. C'est pas mon domaine d'expertise, mais finalement, si vous regardez bien, il se comporte exactement comme les grands patrons des grands groupes privés. Là, évidemment, c'est nouveau pour nous de voir l'éloignement avec l'exécutif, etc., ce genre de pratique, mais c'est ce que font les grands groupes du CAC 40 depuis des années vis-à-vis des médias, et particulièrement vis-à-vis des médias télévisés. Moi, j'ai appris l'expression électronique press kit, les EPK, il y a plus de 20 ans. Qu'est-ce que c'est que ça que C'est des images fournies clé en main. C'est ce qu'a fait la gendarmerie il y a 48 heures à Notre-Dame-des-Landes. Mais c'est les images de chaînes de montage de tel ou tel constructeur automobile. On a tous connu ça. Pas d'autorisation de tournage sur les chaînes de montage de PSA, par exemple, pendant plus de 10 ans. On a connu cette époque-là, ça fait déjà longtemps. Est-ce que finalement Emmanuel Macron ne calque pas son comportement sur celui des grands patrons? C'est une question que je pose. Géraldine Melman. C'est possible, mais là, vous voyez, on a un petit peu changé de sujet en discutant. Enfin, j'ai dit que la question la plus grave pour moi, c'est l'accès aux lieux, la ZAD, etc., l'accès aux images. Je trouve ça plus grave, par exemple, que les problèmes d'insuffisance d'interview. Parce que, et pour en avoir fait, pour le coup, de l'interview politique pendant 2 ans, assez politique, tous les dimanches après-midi, je pense que ce genre journalistique est un genre qui a sa noblesse, évidemment. Il est pipé depuis un bon moment, quand même, avec les politiques. C'est-à-dire que c'est très difficile de faire dire à un politique autre chose que ce qu'il a prévu de dire. C'est lui qui décide, en général, d'ailleurs, de son agenda. C'est pas un hasard s'il vous dit oui pour tel dimanche et pas pour tel autre. Et on sait bien que le jeu des petites phrases, etc., ils peuvent se faire un peu avoir. Je suis d'accord. Mais enfin, ils connaissent bien cet outil, ils le maîtrisent bien, et je pense que par la force des choses, ce n'est plus un genre journalistique d'information maximale, si vous voulez. On se fait un peu avoir, les journalistes, dans les interviews. Et donc, par ailleurs, je pense qu'il va payer, je l'ai dit, Emmanuel Macron, son isolement, et notamment le fait qu'il ne sait plus très bien où aller se faire interviewer. Bon, vous voyez bien, là, les prochains jours, est-ce que ça va être tellement bien, ce qu'il va nous proposer? Bon. Donc, je crois qu'il faut se battre sur le plus important, qui est l'accès aux faits, au terrain, quitte à ne plus communiquer avec le pouvoir. Les journalistes doivent aussi se refaire une santé sur ce point, parce que pour tout ce qui est interview, le public considère que ça fait trop d'années, qu'il y a trop de séduction, trop de connivence. Et finalement, c'est à nous aussi de nous refaire, nous, cette fois-ci, les journalistes, une santé. Jennifer Deschamps, cet accès au terrain, vous sentez la difficulté justement qui existe, ce qu'évoquait notamment Pascal Doucet-Bon, c'est-à-dire d'aller par exemple dans certaines entreprises, voir des chaînes de montage avec justement des patrons qui sont extrêmement réticents à laisser entrer des journalistes. C'est vrai que ça s'inscrit peut-être aussi dans un climat de défiance assez général finalement à l'égard de la presse. Moi, j'ai envie de dire que je l'ai toujours connu, ça. Je veux dire, quand j'ai fait, il y a quelques années pour Envoyé spécial, un reportage sur la pollution diesel qui était avant que le scandale éclate et qui était justement sur le scandale de la pollution diesel, c'était déjà très compliqué. À l'époque, j'avais obtenu une autorisation de PSA, en fait, mais j'avais réussi à m'inclure dans un groupe de journalistes qui avait été choisi pour communiquer sur quelque chose, et donc, moi, à détourner l'objet, en fait, de cette journée de communication de PSA pour aller vers mon sujet. Ce qui est plus simple dans le cadre du documentaire que dans le cadre du news. Dans la question de l'accès aux lieux d'information,
Il y a eu notamment, pendant la dernière campagne présidentielle, un certain nombre de journalistes qui n'ont pas pu, par exemple, assister au meeting de la candidate du Front National, Marine Le Pen. C'était notamment le cas, pas seulement, mais notamment le cas des journalistes de l'émission Quotidien et puis de Mediapart qui ont été interdits d'accès. C'est une pratique qui avait été dénoncée par plusieurs sociétés de journalistes, dont celle de France Culture. Mais enfin, il y en avait bien d'autres, il y en avait près d'une quarantaine, et qui disait ceci, le communiqué qui avait été établi: il ne s'agit en rien d'un recours à la pratique du pool de journalistes où les informations et images sont partagées, ce qui peut se justifier parfois quand il y a beaucoup trop de journalistes. Ça peut être bien aussi peut-être de réduire leur nombre, ne serait-ce que pour éviter certaines images assez désastreuses. On se souvient de Nicolas Sarkozy sur son cheval avec un tracteur et une remorque dans laquelle les journalistes étaient entassés. Je ne suis pas sûr que ça ait fait beaucoup de bien à la profession, mais donc en tout cas, référence à cette pratique du pool qui là n'est pas en cause, et dit encore le communiqué: il n'appartient pas à une formation politique quelle qu'elle soit de décider des médias habilités à exercer leur rôle démocratique dans notre société. Moi, ce que j'ai un petit peu de mal à comprendre, c'est, faisant ce constat-là, pour quelle raison est-ce qu'il n'y a pas dans la presse, chez les journalistes, une décision un peu plus collective de dire, voilà, on décide tous de ne plus aller couvrir, par exemple, en l'occurrence, les meetings de Marine Le Pen, Ludovic Pietenu? Moi, je pense que c'est une profession qui a énormément de mal à s'organiser quand il s'agit de toucher au fond, finalement, parce que chaque média, chaque journaliste, d'abord, individuellement, pris individuellement, incarne quelque chose de très puissant, de très fort, de très noble, et donc chacun veut voir un peu midi à sa porte. On refuse de se faire imposer par le voisin ce qu'on devrait faire. Donc moi, je me souviens d'avoir été président de la Société des journalistes de Radio France et qui défend les questions de déontologie et d'éthique. On s'était bougés tous en inter-SDJ, on appelait ça, donc tous médias confondus. C'était au moment de l'attaque contre Charlie Hebdo. Mais jamais sur des questions de fond. Et quand on a essayé de mobiliser sur des questions de fond en inter-SDJ, ça n'a jamais été possible. On s'est mobilisé sur informer n'est pas un délit quand la directive, c'était il y a 2 ans, je crois, 2-3 ans, un peu plus. Qui a péril en la demeure maintenant, et c'est beaucoup plus compliqué de mobiliser aujourd'hui alors que ça arrive dans un mois et demi. Donc c'est très difficile, voilà. Hormis l'émotion, comme Charlie, ou cette question-là, dont on va sans doute reparler, sur le secret des affaires, c'est très difficile d'organiser la profession. Quand Macron a fait ses vœux récemment à la presse, il a dit: organisez-vous, faites, etc. Mais c'était quand les vœux à la presse? C'était il y a 3 mois. Moi, j'ai reçu aucun coup de fil, aucun carton, aucun appel de mes confrères ou de consoeurs pour organiser quoi que ce soit. Pourquoi c'est si difficile d'organiser et de mobiliser la profession? Alors, en l'occurrence, sur le sujet contre lequel vous bataillez actuellement, Jennifer Deschamps, qui est cette loi sur le secret des affaires qui doit permettre aux entreprises de garder comme confidentielles des informations avec alors un certain nombre de cas d'exception qui sont prévus dans le texte de loi pour l'instant, même s'il n'est pas définitivement voté. On aura peut-être l'occasion d'en discuter. Mais pourquoi c'est si difficile de mobiliser? En fait, on a réussi très bien à mobiliser il y a 2 ans déjà parce qu'on avait plus de temps. Il y a 2 ans, la directive européenne sur le secret des affaires était en passe d'être adoptée, mais on a eu plus de temps pour se préparer, pour mobiliser. C'était un temps aussi où il y avait beaucoup moins d'actualité. Là, la loi va être transposée, la directive va être transposée dans le droit français, dans la loi française en juin. Ça fait 1 mois et demi que le rapporteur de la loi à l'Assemblée nationale est sur le texte, ce qui est très court. Et nous-mêmes, journalistes qui a été mobilisés sur le sujet, on a été pris par ce temps-là. Et on est face aujourd'hui à un temps politique où il y a à peu près une trentaine de fronts qui sont menés à la fois. Et finalement, notre intérêt personnel, j'ai envie de dire, qui est propre à la profession, il passe après même le travail tout court qu'on a mené sur tous les autres sujets. Géraldine Mühlmann, vous qui avez travaillé sur l'histoire de ce métier qu'est le journalisme, est-ce que c'est quelque chose finalement qui est constitutif presque de ce métier, c'est-à-dire une forme d'individualisme, ou en tout cas d'individualisme et peut-être aussi de compétition, parce qu'on est aussi dans un univers très concurrentiel aujourd'hui, la presse, avec des enjeux très forts, parce qu'on sait bien que la presse est en crise et que donc il faut exister par rapport aux autres. Donc ça... Certes, la compétition, ça peut être très sain. Moi, je préfère, pour la beauté du métier, quand ça se joue sur le terrain, celui qui peut avoir accès, qui ne donne pas toujours le tuyau aux copains, qui essaye d'avoir ce qu'on appelait avant un scoop, maintenant c'est presque un peu ringard. Bref, qui se bat pour les faits.
que la compétition, disons, de cette chevalerie très particulière qu'est le monde du journalisme politique, où, au fond, il y a quelques faits, bien sûr, quelques infos, mais il y a aussi l'idée de bien parler, se faire voir. On n'est pas loin de l'éditorialisme, en général, dans le genre journaliste politique. Il y a les enquêteurs, hein, il faut les respecter, c'est pas simple. Et souvent, sur le terrain, ils sont obligés de côtoyer les politiques. Et c'est facile aussi de crier à la connivence. Il faut bien qu'ils aient des infos. Mais on sait bien que le journaliste politique, sa noblesse aussi, c'est vu à la télé. Il y a une espèce d'aristocratie comme ça que toutes les rédactions connaissent. Moi, je voudrais quand même rappeler vous êtes à la fois un chevalier et un aristocrate. Et ça, finalement, moi, ça m'intéresse moins. Absolument. Et le public en a ras-le-bol. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vraiment, c'est les journalistes politiques. Je pense qu'il faut retrouver le sens de l'enquête, du terrain. Je voudrais quand même rappeler qu'il y a eu des grands reporters qui ont été d'abord des journalistes sportifs, par exemple. Qu'il faut arrêter avec cette aristocratie du journaliste politique, recentrer le journaliste sur son métier. Et peut-être que c'est l'occasion, vous voyez, vu le comportement du politique à l'égard des journalistes politiques. Je crois que Pascal Doucet, bon, vous avez été journaliste sportif d'ailleurs. Enfin, vous êtes occupé de sport, non, à une époque de votre carrière. Non, j'avais vu, Pas du tout, j'adore ça, vu mais ça comme sur une page téléspectateur. Wikipédia ou je sais pas quoi. Bon, bah, Non, non. en tout cas, vous aimez le sport, allez, on va dire, ouais. Oui, Jennifer Deschamps, Pour je reviens vers vous. pour revenir sur le secret des affaires, enfin, c'est quand même important. Il y a quand même beaucoup de journalistes qui sont mobilisés. Je dis juste que face à un agenda politique qui est un peu rouleau compresseur, en fait, qui a décidé de réformer à tout va, en fait, et qui donc tue toute opposition, il est compliqué de se faire entendre face à cet agenda et face à des politiques qui ont leur feuille de route tracée et qui n'entendent pas dialoguer, puisqu'on est aujourd'hui dans ce problème-là sur le secret des affaires. Et cette feuille de route, d'ailleurs, elle n'existe pas que du côté du gouvernement. On peut dire aussi que c'est une approche assez générale des formations politiques. Il y a eu le mois dernier la remise du rapport annuel de l'ODI. L'ODI, c'est l'Observatoire de la déontologie du journalisme, qui notait notamment ce que vous évoquiez tout à l'heure, en fait, Pascal Doucet-Bon, une généralisation de la fourniture d'images sur mesure par les partis politiques à l'occasion de leur meeting. Et ce rapport notait que ce phénomène-là ne s'était pas arrêté avec la fin de la campagne électorale. Quand vous êtes confronté justement à des services de communication, à des partis politiques qui vous disent, bah voilà, c'est pas la peine de venir, on va vous fournir les images. Quelle est votre position ? Est-ce que l'idée, c'est de quoi ? C'est de dire non, on refuse de passer ces images. C'est de dire oui, on les diffuse, mais alors on va le préciser. Enfin, comment est-ce que vous faites ? Je vais vous répondre tout de suite, mais juste un point quand même sur la mobilisation, effectivement très relative sur la directive secret des affaires. Il y a une raison, hélas, terrible à constater sur le fait que les journalistes se mobilisent peu. C'est que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, qui fait de l'investigation dans la profession journalistique ? Vous êtes encore pire que moi, là, dans votre... En télévision, non, mais en télévision, jugement. désolé, mais en télévision, il y a pratiquement que le service public. Et évidemment, les sociétés de production qui travaillent pour le service public, bien entendu. Quelques médias par-ci par-là. La presse quotidienne en fait de moins en moins. Et or, Vous êtes un à peu dur, tort, Pascal. oui, Par exemple, je suis un peu le Monde catégorique, fait un beaucoup plus peu d'investigations provocateur. qu'il ne le faisait. Mais après, c'est vrai qu'en c'est télé, un- il y a eu un âge d'or de l'investigation. On a tous connu, enfin moi j'ai connu ça, hein. L'âge d'or de l'investigation, c'était entre il y a 10 et 2 ans. Et puis il y a 2 ans, avec Vincent Bolloré qui a repris en main Canal+, et qui a sacrifié Spécial Investigation, qui était quand même 1 heure d'investigation par semaine sur cette antenne. À partir de là, il y a eu un On est mouvement bien général. Ouais. On est bien d'accord, il n'y a plus que le service public. Et certainement, des confrères ont l'idée fausse que ça ne concernerait, cette histoire de secret des affaires, que les journalistes d'investigation, que c'est un problème de journalistes d'investigation, et qu'ils leur laissent Ça cela. concerne tout le monde. Ça Oh, concerne ça les concerne tout le journalistes du journal du JT de Bien 20h sûr. de France 2, de France Inter, de France Info, d'Europe 1. Ça concerne absolument C'est pour ça que la tout le monde. mobilisation a du mal à se faire. Pardon, mais ce n'était pas la réponse à votre question. Non, comment on gère les images fournies on ne peut pas toujours décider de ne pas les utiliser. Ça dépend évidemment du type d'événement qui est couvert, entre guillemets, par l'institution en question. Pour être tout à fait clair, quand il s'agit d'un meeting qui a lieu à une certaine date et qu'il faut couvrir, etc., c'est très difficile de se dire on ne va pas prendre les images du tout. Alors évidemment, on le signale oralement et dans les incrustations. Et tout l'enjeu pour nous ensuite, puisqu'on gère quand même des flux d'images extrêmement nombreux, c'est de faire en sorte que dans les jours qui suivent, cette image-là ne se banalise pas et ne se mélange pas à des images libres de reportage.
Ça, Oui, c'est parce un que là, vrai du coup, enjeu. on peut plus les C'est reconnaître. facile de Ouais. dire image fournie par le Mm. candidat quand on fait le factuel. Mais quand on refait des sujets plus anglais, 2, 3 jours plus tard, il va y avoir forcément la tentation chez le journaliste, par commodité, etc., de quand même reprendre ces images. Là, pour le compte, c'est plus son angle, donc il va plus dire image fournie par le candidat. Et eh ben, ça se retrouve, y compris dans des documentaires de bilan de la campagne, chez des confrères que je ne citerai pas, totalement banalisées, et ça passe pour des vraies images d'actualité commises. Et là, il y a un danger mortel. Et nous, on a essayé en interne de mettre en place des systèmes pour que jamais, jamais, jamais ces images soient mélangées à des images traitées librement, dites de news. C'est un vrai enjeu d'organisation, de conviction des journalistes les plus jeunes. C'est un vrai boulot. Et je ne prétends pas qu'on n'a pas de trou dans la raquette, d'ailleurs. Ça peut nous arriver, mais on essaye d'en avoir le moins possible. Ludovic Pietnu, est-ce que cette pratique et ce risque, ils existent aussi en radio? On est quand même moins concerné. Là, on parle vraiment de l'image. Et puis, on est rentré dans l'ère de l'image. Et plus que dans l'ère de l'image, maintenant, dans l'ère de l'image maîtrisée. Moi, ce qui me fascine, c'est quand Gérard Collomb, hier matin, interviewé sur LCI, explique qu'il envoie 200 caméras. Je le cite, hein, ce que nous voulions, c'est qu'il puisse y avoir de la part des spectateurs, il ne parle même pas de téléspectateurs, mais de spectateurs, un jugement qui soit objectif. Alors c'est vrai, nous avons embarqué 200 caméras de manière à pouvoir diffuser un certain nombre d'images et montrer que les forces de l'ordre emploient cette force de manière mesurée et non pas de manière brutale. Donc la défiance que nous subissons, on la connaît de la part du public, mais maintenant cette défiance, elle est institutionnalisée. Ça veut dire que l'heure est grave, c'est qu'elle est massive. Elle s'est densifiée, cette défense. Elle est dans la bouche du ministre de l'Intérieur. Il est en train de nous dire en fait que ce que pourrait montrer un journaliste serait forcément biaisé et que la vidéo signée Gendarmerie nationale serait, elle, objective. Elle est tellement poussée d'ailleurs du côté des politiques aujourd'hui, cette défiance, enfin manifestement, c'est qu'il y a aussi des ambitions de créer, de la part des partis politiques, leurs propres médias. Alors la France Insoumise, mais bon, c'est que le média n'est pas la France Insoumise, mais enfin on va dire qu'il y a quelques liens entre eux. Puis à une époque, il y avait aussi La République En Marche qui ambitionnait de faire son média. Ça, c'en est où ça d'ailleurs, Ludovic C'est Pietnu? rangé dans les tiroirs. Fini, mais ils font du Facebook Live, ils font... tout le monde maintenant, de toute façon, peut être producteur de son propre contenu. On est tous des diffuseurs, mais on n'est pas tous des journalistes. On est tous, à minima, des témoins. Mais voilà, c'est quand même une grande différence. Vous disiez tout à l'heure, Géraldine Mulman, bon finalement c'est peut-être pas si mal si aujourd'hui avec Emmanuel Macron, on oblige un petit peu les journalistes et en particulier les journalistes politiques à travailler autrement, par exemple alors en déménageant de quelques mètres, mais même si symboliquement c'est important, le bureau qui se trouvait dans l'enceinte de l'Élysée. Il y a quand même un problème, c'est-à-dire quand les politiques tiennent aussi un discours qui alimente la défiance à l'égard des médias, là aussi il y a un vrai danger. Je dirais que c'est ça le plus grave, parce que les politiques se remettent à jouer au chat et à la souris avec les journalistes. Au fond, on a toujours joué au chat et à la souris, mais simplement, certains mettaient plus ou moins l'effort. Et encore une fois, il y avait des gains pour le pouvoir à être très sympathique avec les journalistes. Il y avait des gains et des coûts pour les journalistes. Et puis on ne Moi, peut pas ce qui leur m'inquiète- reprocher de vouloir maîtriser leur communication. Oui, et puis je pense que structurellement, c'est normal qu'il y ait une défiance. Ça fait partie du rapport journaliste-pouvoir. Ce qui m'inquiète plus, c'est que tous les lieux où il se passe des choses, y compris les manifestants, y compris les amphithéâtres aujourd'hui d'étudiants, ont cette défiance à l'égard des journalistes. J'ai encore lu hier soir dans Le Monde que les étudiants de Tolbiac ne veulent pas de caméras de journalistes professionnels et tournent leurs propres images. Il est évident que le pouvoir surfe sur ce genre de défiance généralisée, l'utilise en disant, vous voyez, tout le monde se défie. Ce qui est très embêtant pour les journalistes, c'est que je pense qu'on peut travailler en étant défié par le pouvoir, mais je ne pense pas qu'on puisse travailler hors confiance absolue de tout un chacun. Je crois que la base du métier, c'est ce que moi j'ai appelé dans un de mes ouvrages le mandat de témoin ambassadeur. On est témoin ambassadeur de gens et on va dans des lieux où les gens ne peuvent pas aller pour leur rapporter des choses en quoi ils ont confiance. Et si on casse complètement ce lien de confiance, c'est très compliqué. Ça, c'est beaucoup plus inquiétant que le pouvoir, à mon avis. Alors du coup, est-ce que vous diriez, Jennifer Deschamps et Pascal Doucet-Bon, que si l'accès à l'information, à certains lieux où se déroule l'actualité est plus compliqué aujourd'hui pour les journalistes, c'est en partie parce que les journalistes ont peut-être, d'une certaine manière, et sans doute sans le vouloir, mais trahi un peu la confiance de leurs interlocuteurs. Jennifer Deschamps.
J'ai pas de grande philosophie là-dessus, mais je pense que c'est. Enfin, je le pense pas, moi. Voilà. Je pense qu'il y a eu des erreurs, il y a comme tout un chacun. Il y a des mauvais journalistes, mais je pense que dans l'ensemble, il y a beaucoup de gens qui font très bien leur travail. Et Mais que comment la est-ce que vous défiance qui expliqueriez existe, cette défiance alors? la défiance, c'est une défiance vis-à-vis d'un système de façon générale. Et aujourd'hui, on en parlait juste avant le début de l'émission avec Pascal. Il y a les médias, les journalistes sont assimilés à un système dans lequel il y a les politiques et les journalistes. Mais le problème ne vient pas des journalistes en soi. Pascal Doucet-Bon? Oui, il y a des bons et des mauvais journalistes. Il y a eu certainement beaucoup trop de connivence avec les pouvoirs politiques, et peut-être y en a-t-il encore trop, c'est vrai. Et est apparue une défiance systématique de la population qui consomme le plus l'information sur Internet. Il y a une défiance à l'égard des médias traditionnels. Sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, il y a autant de défiance de la part des forces de l'ordre à notre égard que de la part des zadistes. Mais, dans le même temps, vous constatez que dans le monde de l'information sur Internet, ce qu'on appelle les pure players, c'est-à-dire les gens qui ont créé une marque spécifique pour Internet, se sont quasiment tous cassés la figure, à l'exception de la réussite formidable de Mediapart. Et ce sont les grandes marques d'information connues qui, dans cette foison et dans cette jungle, émergent et obtiennent la confiance du public. Donc il y a des paradoxes. J'ajoute une chose quand même, c'est que je ne voudrais pas qu'on sorte de cette émission en pensant qu'on n'arrive pas à travailler. Sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, la gendarmerie, on avait France 2, France 3, France Info. On avait, j'espère ne pas dire de bêtises, 3 équipes dès le départ. On a vu comment ça se passait avec les forces de l'ordre, on en a rajouté des équipes. Voilà, on a fini par rentrer. Donc ça nous demande plus d'efforts, voilà. Ça nous demande plus d'efforts, ça nous demande de passer en force. Mais ça date pas d'hier, la nécessité de passer en force, particulièrement quand il s'agit de forces de l'ordre d'ailleurs. Voilà, donc ça nous demande plus d'efforts, mais on peut travailler. Mais ça demande plus de moyens aussi. En fait, on voit bien que le nerf de la guerre, pour moi, le nerf de la guerre, c'est aussi l'argent. Dans une période où, que ce soit chez France Télévisions ou à Radio France, on demande partout des économies, alors que la production d'informations, dans ce genre de conditions, demande plus de moyens et plus d'argent. Oui, mais il y a encore des marges pour prioriser. Là, on peut mettre cette équipe. Mais on priorise, du coup. Il faut prioriser, c'est sûr. Mais en tout cas, on peut quand même continuer d'informer, on peut quand même continuer d'accéder à ces lieux où se fait l'actualité. Est-ce que vous considérez, Jennifer Deschamps, qu'avec la loi à venir sur le secret des affaires, là, ça ne sera pas une question de moyens, mais qu'il y aura une difficulté supplémentaire, justement, pour exercer le métier de journaliste? La difficulté supplémentaire, surtout, c'est que, si je reviens, le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la loi telle qu'elle est rédigée... Mais si vous êtes dans une rédaction qui a beaucoup de moyens, la loi sur le secret des affaires, je ne suis pas sûr que ça change grand-chose, si. Ah, si. Vous prenez le cas, par exemple, puisque France Télévisions est concernée, donc Complément d'enquête a diffusé en 52 minutes une enquête sur Vincent Bolloré, l'année dernière, qui a eu le prix Albert Londres, quand même. Vincent Bolloré a décidé d'attaquer France 2 devant le tribunal de commerce, donc devant une juridiction commerciale où les juges ne sont pas des juges professionnels, ne sont pas des magistrats en fait, mais sont des gens qui relèvent du monde de l'entreprise et demandent 50 millions d'euros de dommages et intérêts à France Télévisions. Donc ceux qui pourront, affronter cette loi si elle passe telle qu'elle, même si je disais tout à l'heure, il y a quand même des protections qui sont prévues. Là, je suis allé regarder quel était l'état du texte actuellement. Il est quand même prévu que ce secret des affaires n'est plus protégé lorsque l'obtention, l'utilisation ou la divulgation est intervenue pour exercer le droit à la liberté d'expression et de communication, y compris le respect de la liberté de la presse. Et on change d'un coup de tribunal là, à ce moment-là, parce que la loi sur la liberté d'expression, c'est la loi 1881, c'est du droit pénal et c'est pas du droit des affaires. Mais c'est pas un garde-fou suffisant, ça, du coup. Non. Ah non. Mais à cause de ça, justement. Un juge du tribunal du commerce, et c'est ce qui va arriver, c'est ce qui doit arriver dans un état de droit, doit aussi pouvoir se dessaisir, dire qu'il n'est pas compétent et que là, on a affaire à quelque chose qui concerne la liberté d'expression, la loi 1881, il renverra devant la 17e chambre. S'il le fait. C'est précisément ce qui n'est pas arrivé. Et juste dans l'histoire Conforama, par exemple. Alors, vous voyez, il y a eu Bolloré, mais il y a eu l'histoire Conforama. Voilà, le magazine Challenge qui publie une brève sur les difficultés financières de Conforama. Et il y a un tribunal, justement, qui a considéré qu'il ne fallait pas diffuser cette information parce que ce n'était pas une information d'intérêt général. La preuve, c'est que ça n'avait pas été repris par les autres titres de presse. Bon, le fait que, du coup, il y ait cette décision, tous les autres titres de presse, finalement, on en parlait. Donc, c'est un petit peu stupide, d'ailleurs. Non, attention. De nombreux titres de presse, on en parlait. De nombreux titres
de presse en ont parlé, mais de nombreux titres de presse ont choisi de mentionner l'affaire sans citer le mot Conforama. Ce qui est quand même extrêmement grave. Le Monde n'a pas cité le mot Conforama. Alors ça, j'ai pas vérifié, voilà, qui l'avait cité ou pas, mais enfin, j'ai quand même trouvé assez facilement Oui, mais l'information. on voit l'effet dissuasif que ça a aussi. C'est-à-dire que cette information, elle a été reprise, mais en choisissant sciemment de ne pas citer le mot Conforama pour ne pas se retrouver, pour que l'organe de presse ne se retrouve pas lui-même mis en cause devant un tribunal de commerce. Il y a une autre pratique que je voudrais évoquer avant la fin de la discussion, même si Géraldine Mühlmann nous disait que c'était finalement pas le plus important parce que l'interview aujourd'hui est un genre qui est peut-être en train de passer de mode, en tout cas de passer d'intérêt. Mais il y a quand même eu 2 affaires, entre guillemets, récentes autour d'interviews. Les Échos qui ont fini par renoncer à publier une interview de la ministre des Transports Elisabeth Borne expliquant qu'elle avait été finalement tellement réécrite par Matignon que ça ne présentait plus beaucoup d'intérêt parce que c'était devenu quelque chose de très aseptisé. Et puis, il y a eu cette décision de La Voix du Nord, du journal La Voix du Nord, en janvier dernier, de ne plus accepter toute relecture, c'est-à-dire même pas la réécriture. Et ils expliquaient notamment ceci. Ils disaient « Dernièrement, on nous a renvoyé un texte donc, d'interview totalement caviardé, coupant des réponses qui avaient été faites, et alors le pire, et ajoutant des questions qui n'avaient pas été posées. » Est-ce que ça, c'est quelque chose dont vous pouvez faire être l'objet, Ludovic Pietenu en radio, c'est-à-dire une demande de réécoute des interviews, et dans le cadre de vos fonctions à l'association de la presse élyséenne, est-ce que vous avez vent justement de ces pratiques qui seraient fréquentes? Alors en radio, on est encore une fois plutôt à l'abri. En général, les interviews se font en direct en radio, le matin ou à la mi-journée sur France Culture, par exemple. Mais c'est le caviardage là dont vous parlez, surtout d'aller jusqu'à rajouter des questions et donc une réponse. Là, on est c'est une provocation ultime, je crois. Mais ça rejoint ce que je disais au tout début, c'est-à-dire c'est l'idée du bras de fer. Le pouvoir est simplement en train de tester ceux à qui ils ont affaire. Si en face, ce qu'on fait d'ailleurs très, très normalement, les Échos ou Nord-Éclair, et ce qu'on fait d'autres titres de presse dans le passé, La Voix du Nord, pardon, tout le monde l'a toujours fait. Moi, j'ai pas souvenir d'un confrère qui m'ait dit on a laissé passer une interview qui avait été relue, modifiée, etc. Relue et modifiée. Ça a toujours été une pratique, souvent, pour la presse écrite. Mais les confrères se laissent jamais faire. Moi, jamais un confrère m'a avoué en me disant toute sa peine de dire que sa rédaction en chef avait validé une interview qui avait été caviardée. Pascal Doucet-Bon. C'est un domaine que je connais mal. La vérité, c'est que j'ai jamais travaillé en presse écrite. Donc, nous, on a. Mais en télé, ça peut arriver aussi, non? Alors, en télé, non, pas après coup, par définition. Oui, avant coup, on vous demande jamais, je sais pas, de vérifier, de regarder un reportage, de regarder une interview qui aurait été regarder un enregistrée. reportage, il n'y en a pas question. Les seuls moments où on montre un reportage à quelqu'un, c'est sans le commentaire, quand il y a des problèmes de sécurité, par exemple, sur la qualité d'un éventuel floutage. Et dans ces cas-là, on montre des morceaux de rush floutés, et jamais le sujet monté, et surtout pas mixé. Donc, c'est-à-dire surtout pas avec la voix du journaliste. Donc, non, ça, on est intraitable là-dessus. Ces pratiques peuvent exister, pas chez nous. Non, nous, le principal problème qu'on a dans ces cas-là, c'est la négociation préalable à la participation d'un homme politique à une émission de débat ou à une émission le concernant. Et pendant la campagne électorale, on a rencontré de gros problèmes avec des exigences parfois tout à fait intenables. C'est quoi les exigences aujourd'hui d'Emmanuel Macron pour venir sur France 2, par exemple? Je les ignore. Mais en revanche, pendant la campagne, des candidats ne voulaient pas débattre avec un tel ou un tel, voulaient savoir à l'avance tous les invités, et il a fallu parfois qu'on renonce à certaines émissions à cause de ça. On a eu ça, nous, sur France Culture, pendant la campagne présidentielle aussi. Moi, il y a une pratique contre laquelle peut-être la profession devrait, d'un seul homme, se lever et ne pas aller à ces conférences de presse. C'est une petite nouveauté, je trouve, qui s'intensifie, sont les déclarations. Ils appellent ça une conférence de presse encore, mais c'est... Édouard Philippe qui présente la réforme des institutions, par exemple. Pas de question des journalistes. Exactement, ça dure 9 minutes et puis s'en va. On a eu Laurent Wauquiez aussi, le président des Républicains, qui a fait ça juste après les attaques à Carcassonne et à Trèbes. Ça s'appelle, le communiqué de presse lu au micro. C'est pas très intéressant pour nous si on peut pas poser de questions.
Merci beaucoup en tout cas à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion. Jennifer Deschamps, Ludovic Pietenu, Géraldine Mühlmann et Pascal Douce-Sebon. Émission que vous pouvez retrouver sur notre site internet franceculture.fr, la page du Grain à moudre. Vous pouvez également la télécharger. Merci à l'équipe du Grain. Antoine Tricot, Virginie Leduo, Fanny Richer, Antoine Dulster et Prune Saez. Émission réalisée par Véronique Villa avec à la prise de son Audrey Guélil.